Investir en bourse est souvent perçu comme un jeu où l'objectif principal est de suivre les tendances du marché ou d'anticiper les mouvements de la foule. Toutefois, les investisseurs avisés savent que la clé d'une stratégie réussie ne repose pas sur ce que les autres pensent ou sur le fait que la majorité soit d'accord avec vos choix. En réalité, la réussite dépend avant tout de la discipline personnelle et d'une philosophie d'investissement bien établie. Dans cette vidéo, nous allons examiner pourquoi la discipline personnelle est cruciale pour réussir en bourse et comment une philosophie solide peut vous guider dans la prise de décisions rationnelles et efficaces. Alors, pourquoi la discipline personnelle est cruciale? En matière de stock picking, parce que c'est de ça qu'il s'agit sur cette chaîne, moi je parle de stock picking. J'achète pas d'ETF et je ne décourage personne à acheter des ETF. Ici, si vous êtes sur cette chaîne en date d'aujourd'hui, bien si vous regardez cette vidéo, sachez que moi je parle uniquement de stock picking. Je suis pas dans les combats de ETF, actions, machin, dividendes. Non, non. Je suis dans le stock picking. Essentiellement 100% actions. C'est ça que je fais depuis une dizaine d'années et je n'ai pas l'envie de changer. Mais quand on fait du stock picking, comment est-ce qu'on le fait? C'est ce que j'essaye de présenter sur cette chaîne. La bonne manière de faire du stock picking. Les véritables attentes en matière de stock picking. Parce que modestement, ces 10 dernières années, je peux vous dire que je n'ai jamais vraiment vécu un marché réellement baissier, comme en 2008. Mais entre-temps, on a eu des variations en 2016, on a eu pendant la pandémie, ce genre de choses-là. Mais un vrai marché baissier, pas encore. Et donc, ce que je vais vous dire ici, c'est avec beaucoup de modestie. Parce que je dis toujours une chose. Si vous êtes un investisseur à long terme et que vous n'avez jamais vécu un marché baissier, vous ne pouvez pas encore vous considérer comme un investisseur à long terme. 10 ans n'est qu'un chiffre. Mais tant que je n'ai pas vécu un véritable marché baissier, il manque quelque chose. Et ça, je parle par rapport à mon expérience. Il manque quelque chose. Parce que je sais que c'est à ce moment-là que tu reconnais à peu près ceux qui sont prêts à investir réellement à long terme. Voir son portefeuille faire moins 30% et bien dormir la nuit, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent le faire. Parfois même moins 50%. Et je dis bien dormir la nuit à point fermé. Parfois même baver littéralement. Il faut vraiment être sûr de soi-même. Mais être sûr ici, ça ne veut pas également dire qu'on n'a pas la capacité de reconnaître ses propres erreurs. Il faut également avoir cette humilité-là. C'est pour ça qu'en bourse, il faut être humble. Très humble. Quand vous gagnez de l'argent, soyez humble. Quand vous perdez de l'argent également, prenez ça comme une leçon, passez à autre chose. Ça sert à rien de brag, oui, j'ai gagné, j'ai fait x2 ou x3. On s'en fout. On veut savoir, en période difficile, comment est-ce que tu t'es comporté. C'est ça que je dis toujours, moi je préfère parler de mes erreurs en termes d'investissement parce que je pense que c'est à ce niveau-là qu'on apprend. Est-ce que ça sert à quoi que je viens de vous dire ici que j'ai triplé, quadruplé ma mise de départ sur une compagnie comme McKesson? Qu'est-ce que vous allez apprendre dessus? Mais je peux vous parler ici de ma période de détention de McKesson. Comment est-ce que cette période a été formatrice pour moi? D'accord? Détenir une entreprise pendant 3 à 4 ans. Pour rien du tout. Elle ne faisait rien du tout, que du surplace. Comment est-ce que j'ai maintenu ma position? Est-ce qu'à un moment donné, j'ai douté? Et en période de doute, qu'est-ce que j'ai fait? C'est comme ça qu'on apprend. Je dis bien, c'est comme ça qu'on apprend. Je suis sûr et certain que c'est quand vous avez eu la première fois un portefeuille dans le rouge ou bien une entreprise dans le rouge, c'est à ce moment-là que vous avez commencé à vous poser des questions intéressantes. Pas des questions importantes. Je ne sais même pas si vous posez les bonnes questions. Mais c'est à ce moment-là que vous avez commencé le véritable questionnement. Sinon, à la base, c'est achat d'actions. Ça fait 40 ans qu'on verse le dividende. Le dividende est conséquent. Il y a de grandes chances que ça continue à monter. Parfois, même certains font même des extrapolations ici que oui, si la croissance continue à 10%, voilà ce que tu auras ici en année NX. Sans même parler de la croissance des bénéfices nets. Parce que la croissance des free cash flow, comment on verse le dividende? Donc, c'est fou de parler de dividende si on ne parle pas avant tout de free cash flow. Si on ne parle pas du business model, si on ne s'intéresse pas au business en lui-même. Et je prends toujours des exemples. Vous pouvez regarder une compagnie comme Walgreens. OK? C'est une compagnie qui est dans un business en pleine difficulté, qui payait un dividende pendant très longtemps. Et j'ai fait une vidéo plusieurs fois dessus où j'ai dit, cette compagnie, il faut qu'elle coupe le dividende. Il faut qu'elle change le modèle d'affaires rapidement. Sinon, ça ne va pas bien se passer. Est-ce que le temps a donné raison? Oui.
Vous savez pourquoi? Est-ce que sur Walgreens, c'était plus facile? Je considère, je ne sourcillais même pas un tout petit peu en période difficile. Enfin, quand il dit mais en période difficile, je n'avais pas aucune envie d'acheter cette compagnie. C'est parce que je l'ai déjà détenue. Et je l'ai revendue très vite. Parce que j'ai détenu McKesson, CVS, parce que je détiens encore jusqu'à aujourd'hui, sur une compagnie sur laquelle je ne gagne pas d'argent. En termes de coût d'opportunité, j'ai perdu énormément. Parce que depuis que je détiens cette compagnie-là, j'aurais pu doubler mon capital sur une autre entreprise. Mais la compagnie en question, je l'ai toujours en portefeuille. Et je l'ai acheté au même moment que Walgreens. Notamment, quand j'ai regardé les deux business en profondeur, je me suis dit, Walgreens est moins bien positionné. Parce que la compagnie CVS, comme elle va avoir tendance à spin-off, donc vendre certains segments d'activité, il y a de grandes chances qu'elle vende le segment ici qui concerne la pharmacie, les pharmacies de vente au détail. C'est un business de plus en plus difficile. Et qu'elle garde la partie assurance, qui peut être intéressante. Bref, détenir ces entités-là pendant cette longue période de temps, ça m'a permis de me poser de bonnes questions. Ça m'a permis d'apprendre sur moi-même également. Mais jusqu'à aujourd'hui, je continue à vous dire, je ne me considère pas encore comme un véritable investisseur à long terme. Le long terme, ça fait certes 10 ans, mais long terme, je veux dire, tant qu'on n'a pas vécu un véritable marché baissier, parfois certains peuvent se demander ici que, ah ouais, mais techniquement, comment est-ce qu'on peut savoir que ça fait 10 ans que tu investis, tu viens de commencer sur YouTube comme tout le monde. Allez sur la chaîne secondaire, la plus vieille vidéo que j'ai faite va clairement vous donner le ton. Je parlais d'une entreprise qu'on appelle Civeo, allez regarder à quoi ça ressemble aujourd'hui. Et là, c'était il y a 10 ans, ou bien peut-être même plus. Et avant ça, je faisais à peu près de l'analyse technique, Forex, etc. Chose que je ne fais plus aujourd'hui. Plus du tout. La décision d'investissement, c'est purement du fondamental. Et fondamental pour moi, c'est le quantitatif et le qualitatif. Ça ne change pas. Et encore plus, les dernières années, je m'intéresse de plus en plus au secteur d'activité, à l'environnement concurrentiel. C'est pour ça que je propose souvent des notes d'analyse sectorielle. Et vous avez vu dernièrement, avec les compagnies dans le secteur des boissons non alcoolisées, allez-y regarder cette vidéo-là sur l'analyse sectorielle. L'augmentation des prix. Comment est-ce que ces entreprises souffrent aujourd'hui, les Pepsi, etc. Parce qu'elles ont trop augmenté les prix. Et quand je dis souffrir, elles ont de moins en moins la possibilité d'augmenter les prix parce qu'elles ont fait des augmentations, elles ont pratiqué des augmentations ici de grosses augmentations en très peu de temps. Bref, on est là pour parler à peu près ici d'autre chose. La discipline, mais ça englobe tout. Je sais, je parle beaucoup, mais voilà, pour moi, ça me touche, je suis passionné. Et quand je dis un passionné, je suis quelqu'un, matin, midi, soir. Pour moi, c'est comme regarder le football, écouter de la musique. Je peux lire un rapport financier comme toi, tu regardes la télévision. Moi, je fais ça tous les jours. Et j'aime ça. Parce que la connaissance, ça s'accumule. C'est pour ça que j'aurais tendance à me répéter. Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de choses à comprendre. Il n'y a pas beaucoup de choses. On ne va rien réinventer ici. Mais alors, il faut être discipliné. Humble. OK? Patient. Et ça, c'est difficile pour la plupart des personnes. Mais allons-y. Donc, en matière de stock picking, il est facile de se laisser emporter par les émotions. Jusqu'aujourd'hui, ça m'arrive. Mais je travaille dessus. Donc, si je travaille dessus, au moins, ça me permet aujourd'hui de pouvoir identifier quel est ton état émotionnel en date d'aujourd'hui par rapport à cet investissement. Est-ce que tu es euphorique? Et si c'est le cas, fais attention parce qu'à certains moments, tu prends des mauvaises décisions parce que tu aimes peut-être le produit, tu es euphorique, tu ne veux pas rater une opportunité. Fais attention. Donc, les fluctuations du marché, les nouvelles économiques ou encore les opinions des analystes peuvent inciter à des actions impulsives. Les analystes pensent que, en fait, le prix, price target, machin, truc, c'est pas ça qui m'intéresse. Quel est le raisonnement derrière? C'est ça qui m'intéresse. Oh, on va publier les résultats financiers, on va publier ici les annonces par rapport à la création d'emplois aux États-Unis. Le monde va s'arrêter en plein mercredi. Je ne regarde même pas ça, je ne peux même pas vous dire la dernière fois quand c'était. Mais je sais que ça a un impact sur mes business. Mais en réalité, je veux pouvoir prendre l'information dans le business. Par exemple, quand Dollar Général va en parler. Et puis, il y a quelques jours, même pas quelques jours, JP Morgan a sorti son rapport financier dernièrement. J'ai fait une vidéo sur JP Morgan, comme vous pouvez le voir. C'est une vidéo, comme d'habitude, ce genre de vidéo ne va pas bien fonctionner. Après tout, parce qu'il y a des gens qui, cette chaîne qui recherchent avant tout du sensationnel, de la facilité ou ce genre de choses. Je parle de stock picking comme ça doit se faire. D'accord? Et pour moi, je considère ces vidéos-là comme étant importantes.
Allez-y regarder la vidéo sur JP Morgan. Et encore, je ne voulais même pas parler de la vidéo, mais je voulais plutôt parler du conference call. Je vous ai toujours dit que si vous voulez apprendre à analyser les bancaires gratuitement, écoutez, analysez tout ce que Jamie Dimon a dit. Mais je sais que la majorité partie ici iront taper sur ChatGPT comment analyser une bancaire. Et laissez-moi vous dire que c'est la meilleure chose ici. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Parce que vous-même, vous ne savez pas comment faire. Et donc, techniquement, vous prendrez exactement ce qu'on va vous dire sans même aller vérifier quoi que ce soit dessus. Vous voulez apprendre à analyser les bancaires? Allez écouter ce que Jamie Dimon a dit. Et il a de bons résultats, mais il est extrêmement prudent en date d'aujourd'hui. Alors que les taux d'intérêt sont en train de baisser. Ça vous dit tout sur la capacité de la personne ici, enfin, sur la gestion du risque de la personne. Quand les analystes lui posent ici des questions par rapport aux bénéfices nets, etc., il vous dit qu'il en a marre de ce type de questions-là parce qu'il dit, c'est pas le plus important, le bénéfice net. Parlez-moi de risque. Parlez-moi de risque. Et pour quelqu'un qui gère une compagnie, une bancaire ici, le risque, c'est la seule chose qu'il doit avoir tendance à avoir en tête. C'est tout. Bref, je vais encore à côté ici, mais voilà. Donc, c'est une façon de dire ici que concentrez-vous sur les éléments importants, les vraies informations, les bonnes informations, la bonne attitude. Donc, les fluctuations du marché, les nouvelles économiques ou encore les opinions des analystes peuvent inciter à des actions impulsives. Cependant, ces réactions émotionnelles sont souvent préjudiciables à long terme. Imaginez que vous détenez une action et que son prix chute brutalement en raison de nouvelles inquiétantes à court terme. Et ça a du sens. Inquiétante à court terme. Comment est-ce que tu vas déterminer que c'est à court terme si tu ne connais pas ton dossier? Donc, continuons l'exemple. La réaction naturelle serait de paniquer et de vendre parce que le prix a littéralement chuté moins 20%, ce genre de choses-là, ça arrive. Rappelez-vous, on a fait une vidéo un jour sur... j'ai fait un live littéralement sur Salesforce. Je dis bien un live sur Salesforce. Tout simplement parce que l'action de Salesforce avait chuté drastiquement en une journée. Et je suis actionnaire de Salesforce. J'ai fait un live, littéralement. Allez écouter ce live. Qu'est-ce que je mentionnais à cette période? Aujourd'hui, est-ce que le temps me donne encore raison? Je n'aimerais pas dire comme d'habitude. Mais est-ce que c'est une erreur? Non, je connais cette compagnie. Enfin, j'ose croire que je la comprends. Et donc, je dis également que mon raisonnement peut être biaisé parce que je détiens les actions de la compagnie. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça que je le mentionne toujours quand je détiens les actions d'une entreprise. Et donc, ici, en période difficile, je vous ai dit, non, voilà ce qui se passe, voilà ce que moi je vois. Salesforce, c'est une entreprise qui va avoir tendance à avoir des marges de plus en plus élevées. Ou de quand on s'est limité sur la taille des marges, etc., sans se poser la question de savoir où sont les coûts variables, où sont les coûts fixes. Ça vient avec la discipline, ça vient avec le travail, ça vient avec la répétition. Ça vient avec l'expérience. C'est pour ça que la meilleure formation en bourse, c'est la pratique. Littéralement, c'est pour ça qu'on ne prend pas de formation, on prend un accompagnement si on veut aller plus loin, plus rapidement. Parce qu'en réalité, vous serez toujours, si vous choisissez de faire du stock picking, soyez d'abord des lecteurs voraces. Il faut lire, il faut aimer lire. Si vous n'aimez pas lire, oubliez. Je vous assure, oubliez. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas d'alternative. Si vous n'aimez pas lire, ça ne sert à rien de continuer. Achetez un ETF. Je dis bien acheter un ETF. Donc, je vais continuer. Donc, la réaction naturelle serait de paniquer et de vendre si l'action chute brutalement. Pourtant, un investisseur discipliné qui s'appuie sur une analyse rigoureuse des fondamentaux saura prendre du recul. Et quand je parle de fondamentaux, s'il vous plaît, quantitatif et qualitatif. Quantitatif et qualitatif. Le quantitatif présente les chiffres, le qualitatif fait parler les chiffres. Ça ne me sert à rien de voir une entreprise qui a une croissance de revenus, croissance des marges, etc. Le pourquoi est plus important. C'est le pourquoi qui est important. Parce qu'à partir du pourquoi, on pourra se projeter dans le futur. Parce que rappelez-vous, on achète le futur aujourd'hui en se basant sur les informations du présent. Et donc, il faut avoir une assez bonne connaissance du business. Donc, l'actionnaire en question se demandera si les raisons pour lesquelles il a investi initialement ont changé. Donc, l'investisseur discipliné, l'investisseur avisé va se poser des questions si les raisons pour lesquelles il a investi sur la compagnie, si ces raisons-là ont changé. Si la réponse est non, il gardera probablement ses actions. Est-ce que vous vous posez ce genre de questions quand vous faites moins 20%, moins 30% sur une action? En une journée?
C'est important de se poser cette question-là. En revanche, sans cette discipline, vous risquez de vous aligner sur la panique générale et vendre à un prix bas, ratant ainsi les éventuels rebonds du marché. Et donc, vous risquez de vous comporter comme un mouton, littéralement. Vous vendez parce que les autres vendent, vous achetez parce que les autres achètent. Et si vous avez ce genre de réaction, vous n'allez pas faire long feu à long terme. Vous aurez peut-être des coups ici et là, mais à long terme, vous allez voir qu'il vous manque un certain bagage. Il vous manque cette discipline-là. Il vous manque cette philosophie-là. Donc, maintenant, comment construire une philosophie d'investissement solide? Ou bien, pour éviter les erreurs émotionnelles et prendre des décisions objectives, il est essentiel de développer une philosophie d'investissement claire. Et là, laissez-moi vous dire que la philosophie d'investissement dépend de vous. Vous ne pouvez pas la copier-coller. Non. Parce que vous, c'est vous, moi, je suis différent de vous. J'en ai parlé dernièrement où je parlais du style d'investissement. Allez-y, regardez cette playlist-là, qui est très importante. Encore une fois. Très importante. De toute façon, soyez-en certains, au courant des mois à venir, on va plus parler de philosophie, de risque, etc., plutôt que de quantitatif, machin, truc. Non, 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 non. Vous voulez faire d'analyse fondamentale sérieusement? Alors c'est le moment de se poser les bonnes questions, de voir les choses autrement. La première partie de cette chaîne parlait d'analyse quantitative. La deuxième partie, c'est uniquement du fondamental pur, simple. Toujours, quand je dis simple, pour vous, ça sera simple. J'essaie de mâcher le travail pour vous. OK? Donc, voici quelques principes clés pour bâtir cette philosophie. Premièrement, investir sur la base des fondamentaux. Je comprends, vous avez les analyses techniques, etc., les gens qui font les trend following, machin truc. Nous, ce n'est pas ça sur cette chaîne. On n'en a pas besoin, littéralement. Le prix est là pour nous servir. Et nous, on se base sur les fondamentaux quantitatifs et qualitatifs pour acheter le business. Point barre. Il n'y a rien de plus facile à comprendre. Donc, les affaires de couteau qui tombent, machin truc, ce n'est pas notre style d'investissement. Ça ne nous correspond pas. On ne mixe pas les deux. Droite de régression, machin truc. Ah, encore que, entre parenthèses, la droite de régression, ça dépend. Si elle est basée essentiellement sur l'évolution du prix par le passé, c'est un problème. Mais si elle est basée sur l'évolution des bénéfices nets, un peu comme, entre parenthèses, la droite de régression que vous pouvez retrouver sur Guru Focus, ça peut avoir du sens. Mais encore faut-il comprendre ici l'évolution des PER. Parce que le PER en lui-même, et j'en parlerai dans une vidéo, le PER en lui-même doit être regardé d'une certaine manière, d'une certaine façon. Ça, par exemple, que quand moi je regarde les PER, je n'aurai pas le même raisonnement. Vous ne m'entendez pas dire, oh, la moyenne c'est 25 fois, c'est 35 fois les bénéfices, elle se négocie à 40 fois les bénéfices, c'est cher. Ou bien elle se négocie à 20 fois les bénéfices, c'est sous-évalué. Non, 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 non. Le 35 fois les bénéfices, qu'est-ce qui a été inclus à l'intérieur? Dans quelle industrie on a face à nous en date d'aujourd'hui? Quel est l'état des marges? Quelles sont les perspectives de croissance? Tout ceci a une influence sur le PER. Littéralement. Et dépendamment des entreprises, il vaut mieux parfois ne pas regarder le PER, mais utiliser une autre métrique, parce que de toute façon, c'est un multiple. De toute façon, s'il y a des évaluations par les multiples, vous pouvez également étudier un DCF ou bien un reverse DCF. Je crois que j'ai une préférence pour le reverse DCF. Parce qu'en fait, le reverse DCF vous demande ici, la seule question à se poser, c'est quelles sont les attentes incluses dans le prix en date d'aujourd'hui en termes de croissance? Et par rapport à ça, vous allez regarder la taille du marché et vous essayez de juger par rapport à l'environnement concurrentiel. Est-ce qu'on peut atteindre ces objectifs-là? N'oubliez pas, le but du game est de récupérer vos sommes de départ le plus rapidement possible. Et donc, quand vous payez 25 fois les bénéfices, c'est 25 ans si on vous distribue la totalité des bénéfices nets en dividendes. Et donc, si vous payez 10 fois les bénéfices, c'est 10 ans. D'accord? C'est 10%. Si vous payez 5 fois les bénéfices, c'est 20%. C'est 5 ans. Donc, la première règle d'or d'une philosophie d'investissement solide est de toujours s'appuyer sur les fondamentaux d'une entreprise. Cela signifie examiner en profondeur ses états financiers, son modèle économique, sa gestion et ses perspectives à long terme. Donc, les fondamentaux permettent de déterminer la véritable valeur d'une entreprise indépendamment des fluctuations du marché. Pourquoi est-ce que je dors bien la nuit si je détiens telle ou telle entreprise? Qu'est-ce que je vais regarder? Par exemple,
je vais peut-être pas céder au pessimisme ambiant qu'on dit, oh non, téléperformance, encore que je ne suis pas en train de vous donner un exemple téléperformance, je vous donne un exemple global parce que je sais que c'est une situation qui vous anime. Ou bien je ne vais pas avoir tendance ici à regarder du Ruby et voilà, je vais regarder Ruby et regarder la partie concernant ici le photovoltaïque, l'énergie renouvelable, en me posant des questions derrière ici, mais attendez, où est-ce qu'ils vont prendre l'argent pour financer ça? Ok, donc je ne vais pas regarder les choses comme en me basant uniquement sur des informations entre parenthèses que je considère futiles. D'accord? Le dividende, c'est futile. Je dois me poser la question, de savoir, je dois regarder la capacité d'allocation du capital de l'entreprise. En date d'aujourd'hui, quels sont les risques? L'ambition de l'entreprise, est-ce que ça colle avec les rendements en date d'aujourd'hui? Est-ce que les ambitions de l'entreprise ici collent avec sa capacité de génération de cash flow? Et c'est pour ça que je dis, sur Ruby, il y a des questions à se poser. Littéralement, il y a des questions à se poser. Bref, c'est un exemple. Hein. On est en train de discuter présentement. On discute. Donc, deuxième élément pour bâtir une philosophie d'investissement solide, ne pas suivre aveuglément la foule. Pensez par vous-même. Pensez par vous-même. Rappelez-vous, dans notre programme d'accompagnement à l'accélérateur, vous montez en compétences, c'est essentiellement les états financiers, modèle économique, recherche d'informations, ce genre de choses-là, analyse du management, etc. Mais le plus important maintenant, c'est de penser par soi-même. Donc, monter en compétences et en confiance. Vous avez oublié? Confiance. Et pour être confiant, un investisseur avisé sait que suivre les tendances populaires ou les conseils de masse sans les analyser n'est jamais une bonne stratégie. Je pense que sur YouTube, vous pouvez avoir de bonnes informations. Mais il va falloir les analyser vous-même. N'allez pas acheter une entité parce que l'autre a acheté. Ou bien un investisseur réputé a acheté. Non. Allez-y, regardez quel est l'élément déclencheur de cet achat. Au-delà des chiffres. Parce que c'est grâce à ça que vous allez tenir à long terme. Avec les chiffres, on commence. Mais on n'arrive pas très loin avec, à long terme. Surtout si le prix de l'action se casse la gueule alors que les chiffres sont bons. La réponse se trouve parfois au niveau des fondamentaux qualitatifs. Ou bien sûr au niveau de certains signaux faibles. Parlons de Tesla, de Stellantis aujourd'hui, qui est également la thématique du moment alors je tourne cette vidéo. Il y a quelque temps, on adorait littéralement le PDG actuel, Tavares. Aujourd'hui, c'est considéré comme le dernier des idiots. Pourtant, je continue à croire que c'est un excellent PDG dans ce secteur d'activité. Je dis bien. Et tout le monde peut faire des erreurs. Mais également, si vous regardez bien dans ce secteur d'activité, il y avait des signaux faibles. On a parlé, j'ai fait une autre analyse sectorielle. J'en ai parlé dans une vidéo. Il y a une autre analyse sectorielle sur le marché de l'automobile. Le fait qu'on ait gagné beaucoup d'argent précédemment, et là, on va avoir tendance à avoir une normalisation. Et quand tu vois les concessionnaires se plaindre qu'on a de l'inventaire qui dépasse plus de 60 jours, on a près de 150 jours d'inventaire, alors qu'à la base, c'était 60 jours. Ça veut dire qu'on ne vend pas assez de véhicules. Pourquoi est-ce qu'on ne les vend pas? Soit parce que les prix sont élevés, soit parce que la demande n'est juste pas là. Ou également la concurrence est de plus en plus élevée. Et donc, il faut faire quelque chose en conséquence. On a mis du temps avant de baisser les prix. C'est Stellantis. Est-ce que Stellantis va mourir? Bien sûr que non. Littéralement, au contraire. C'est même aujourd'hui que ça commence même à être intéressant. Et là, tout le monde fuit. Tout le monde fuit. Oh, les Chinois. Oh, l'automobile, c'est difficile. Oh, le PureTech. Oh, c'est intéressant. Mais je veux dire, ce sont des problèmes temporaires. Temporaires. Donc, un investisseur avisé sait que suivre les tendances populaires ou les conseils de masse sans les analyser ce n'est jamais une bonne stratégie. Les mouvements de la foule sont souvent motivés par la spéculation et les émotions et non par des faits rationnels. Rester fidèle à sa stratégie d'investissement personnel est la meilleure protection contre ces biais de marché. Ensuite, vous avez la patience comme allié. La patience est une vertu indispensable en matière d'investissement. Vous n'êtes pas patient, vous n'avez rien à faire ici. La patience.
la patience. Et encore une fois, la patience, la discipline. Patience, discipline, stabilité. Enfin, stabilité au niveau des bénéfices nets. D'accord? C'est important. Donc, beaucoup d'investisseurs font l'erreur de vouloir des résultats rapides. Cependant, les meilleures stratégies sont souvent celles qui s'étendent sur le long terme. Il n'y a qu'en bourse où les gens se plaignent quand il y a des soldes. Et je vous assure. Et après que les soldes soient passés, j'aurais dû prendre plus. À la période où il y avait les soldes, quel était ton état d'esprit? Pourquoi tu n'en as pas pris plus? Parce que psychologiquement, il y avait un doute. Qu'est-ce que tu as fait pour essayer de dissiper ce doute-là? Genre, j'ai regardé une vidéo sur d'un YouTuber que j'aime bien. Regardez à peu près une entreprise comme Click Digital. Je ne sais pas si vous connaissez encore cette compagnie-là, Click Digital. J'ai fait une vidéo, j'ai fait une vidéo dessus il y a très longtemps. Et cette compagnie avait tellement de bons résultats que ça m'intriguait. Ayant beaucoup lu sur le secteur d'activité sur les médias, le streaming, etc., je n'ai jamais entendu parler de cette entreprise et je savais littéralement qu'il y a quelque chose qui est bizarre là-dessus. Ça sentait mauvais. C'était trop beau pour être vrai. Les dépenses en marketing étaient également extrêmement élevées. Donc, l'acquisition de clients. La question qu'on se pose généralement, c'est s'ils arrêtent, est-ce que les clients actuels restent? Et quand on regardait, on fouillait à peu près sur Internet, et je dois également avouer qu'il y a un abonné qui m'avait envoyé un document après ma première vidéo sur Click Digital, surtout quand je mentionnais que c'est intéressant, mais il y a quelque chose de bizarre dans cette compagnie. Et ça, je le voyais avec les chiffres. Uniquement les chiffres. Aujourd'hui, Click Digital, c'est ça. On a fait la vidéo de $20. Pourtant, c'était une entreprise qui avait tendance à se négocier à des niveaux de PER bas, etc. Parce que nous savons que ça, c'est juste les éléments, c'est uniquement les éléments quantitatifs. Et il faut vraiment creuser au-delà des chiffres, comparer avec les concurrents du marché et se poser la question de savoir qu'est-ce qui rend cette compagnie exceptionnelle. Et si vous regardez bien, il n'y a rien d'exceptionnel ici. Au contraire. Ça peut même être une étape fraude. Il faut que je retrouve le document en question. Je ne sais pas qui me l'avait envoyé. Après, si tu m'écoutes aujourd'hui, je serais bien content d'avoir de tes nouvelles. Parce que la personne en question avait fait une analyse vraiment waouh. Il a vraiment fouillé vraiment des éléments, pas une analyse quantitative. Hein. C'était vraiment du fondamental pur. Je dis bien pur. Il faut que je retrouve cette... Je pense qu'il y a une chaîne qu'il avait présentée ici. Je pense que j'ai déjà eu à faire des... Excusez-moi, ça va m'échapper présentement. Donne-moi juste un instant. Je sais, je vais aller dessus, ne vous inquiétez pas. Où est-ce que c'est généralement ici? Les personnes qui te notifient, les posts, les filtres, les shorts, promotions, tableau de bord, les personnes qui te mentionnent dans les vidéos. Bon, je n'ai pas trouvé ça ici, mais c'est pas plus grave que ça. Mais je sais qu'il y avait quelqu'un qui... J'avais fait un live, d'accord, où on avait parlé justement de cette compagnie-là. Et cette compagnie-là, justement, il y avait beaucoup, je dis bien beaucoup, d'éléments contradictoires. Ça va me revenir ici. Je sais que c'est Paul, mais c'est pas le. Il s'appelle. Il a une chaîne. J'oublie le nom de ça. Pourquoi ça me sortit? Il fait généralement des vidéos avec Calibourse. Oh merde. Bref. Il avait fait une vidéo sur Click Digital un peu plus détaillée où il avait justement repris le document en question parce qu'il nous avait envoyé le document à tous les deux. OK? Donc, allez-y voir à peu près. Je vais retrouver, je sais que le post, si je regarde les posts ici, où est-ce qu'on m'avait identifié, short, podcast, playlist, je n'arrive même plus à retrouver le truc en question. Bref. Ça va me revenir un jour. Mais en tout cas, on parlait de Click. Vous pouvez aller sur Internet, rechercher ici Click Digital, fraude. Attendez, je vais le faire présentement. Il faut que je retrouve le nom de la chaîne. Vous savez, sur cette chaîne, je suis toujours comme ça. Quand je ne trouve pas le nom d'une chaîne, quand quelque chose m'échappe, j'aime toujours aller regarder. J'aime toujours aller... il faut que je trouve l'information avant qu'on avance. Alors, je vais retrouver la chaîne Invest Academy. Exactement. Invest Academy a fait une vidéo sur Click Digital. Sur Click Digital, justement, il avait déroulé ce document-là, envoyé par un abonné ici. Donc, Invest Academy, donc, si tu m'écoutes, j'espère que tu vas bien. Ça fait 5 mois que tu n'as pas publié. Donc, j'espère que tout va bien de ton côté. Voilà. Allez-y, regardez la vidéo sur Click Digital. Les éléments qu'il a déroulés, c'est une analyse fondamentale. Uniquement des bonnes informations qui nous permettent ici de bâtir une conviction.
uniquement. Donc, revenons sur une autre note. Alors, cependant, les meilleures stratégies sont souvent celles qui s'étendent sur le long terme. Une approche basée sur la discipline et la patience permet de profiter de la croissance d'entreprises solides plutôt que de spéculer sur des gains rapides et incertains. Donc, ensuite, se concentrer sur la marge de sécurité. Une philosophie d'investissement avisée inclut toujours le concept de marge de sécurité. Et on en parlera un jour. Le concept de marge de sécurité, c'est un concept très important. Très important. Cela signifie que vous ne devez acheter des actions que lorsqu'elles sont sous-évaluées par rapport à leur valeur intrinsèque. En d'autres termes, vous ne devez investir que lorsque le prix du titre offre un écart suffisant pour compenser les éventuelles erreurs d'estimation. Parce que quand tu entends ici, l'entreprise vaut $40, c'est pas qu'on achète à $40, mais on veut l'acheter à $20. Parce qu'entre-temps, on peut avoir fait des erreurs dans nos analyses. C'est pour ça qu'on doit toujours se baser sur marge de sécurité. Au début, vous vous rappelez, sur cette chaîne, j'avais tendance à donner mes price targets, donner mes prix d'achat à moi, si l'entreprise me venait, si j'étais obligé d'acheter ces compagnies-là, voilà à peu près quel prix j'aurais voulu prendre l'entité en question. Et très souvent, les abonnés bloquaient sur le prix. Ah ouais, ça va jamais arriver à ce prix-là. Ah non, LVMH, tu penses que ça va arriver à ce prix-là? On en parle aujourd'hui. Vous avez besoin ici de regarder à peu près, comment on appelle ça? Le terme 7 fois, c'est différent. Voilà. Ceux qui sont dans le programme d'accompagnement vont comprendre. Cette partie-là vous concerne essentiellement. Cette partie-là va vous concerner. OK? Donc, parce que ça monte, ça va continuer, ça ne va jamais descendre, c'est ça? Donc, faites attention. Les marchés boursiers, c'est un éternel recommencement. D'accord? C'est un éternel recommencement. Le comportement des investisseurs il y a 30 ans est le même aujourd'hui, peut-être même pire. Surtout avec les informations que vous avez aujourd'hui, c'est encore pire. Vous avez déjà même la durée de détention a littéralement fondu. Tout simplement parce que vous changez d'avis matin, midi, soir. Donc, c'est pour ça que je dis souvent que parfois, sur les marchés, nous avons des girouettes et qui font du stock picking, littéralement. Je ne parle pas de vous, hein. Mais si vous changez d'avis à chaque 3 secondes parce que tel ou tel analyste a dit ça, déjà c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Si vous vous posez encore ce genre de questions, vous avez besoin, formez-vous rapidement. Et quand je parle de formation, vous pouvez lire. Hein. Déjà, il faut savoir qu'est-ce que je vais lire. Vous avez d'assez bonnes lectures. Et puis d'ailleurs, vous avez en description de la vidéo, vous avez la top newsletter. Je vous enverrai une liste de livres tantôt. Vous pourrez aller, donc aller sur la top newsletter, ça me rappelle que je vais présenter, à chaque fois que je vais envoyer maintenant une newsletter, je mettrai un livre intéressant pour ceux qui veulent aller plus loin. Ça va dépendre de la thématique, etc. Mais je mettrai généralement un livre. Parce que moi, j'ai essentiellement appris par la lecture. Hein. Des heures et des heures de lecture. Si je vous file mon bureau en date d'aujourd'hui, vous n'allez pas revenir. J'adore les livres, la lecture. Et pour ceux qui me connaissent, parler de livres aujourd'hui, ils vont rigoler parce que je n'aimais pas lire. J'ai commencé à aimer la lecture parce que je ne voulais pas payer d'argent. Ben oui. Mais alors, il faut lire. Lire. Ça, ne vous inquiétez pas, ça ne ment pas. C'est comme les intérêts composés. D'accord? Ça s'accumule. Ça grossit. Ça permet de bâtir le mindset, la lecture. C'est la meilleure des formations. Mais c'est celle qui prend également plus de temps. Mais on vit dans un monde où personne n'est patient. On veut tout aujourd'hui, du tout cuit. Là, aujourd'hui, là. Donc, par exemple, dans notre programme d'accompagnement, nous voulons passer moins de temps sur les éléments théoriques et plus de temps sur les éléments pratiques. On va analyser tous les secteurs d'activité, toutes les industries. Et on va recommencer. Une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une dixième. De la première à la dixième, tu vas te rendre compte que tu as évolué comme pas possible. Et donc, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais ça prend moins de temps que de lire un livre. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas continuer à lire. Parce qu'après, il y a des lectures utiles pour aller plus loin, pour approfondir un sujet. Par exemple, je recommande souvent ici de lire le chapitre 8 de l'investisseur intelligent. On ne fait pas mieux. Pour vous parler ici de la volatilité du marché, le fait que le marché soit là pour vous servir. Rien de mieux que ce chapitre 8.
Si vous avez une seule chose à retenir dans ce livre-là, L'investisseur intelligent, le chapitre 8, l'allégorie sur Monsieur le marché. Et puis d'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo dessus. Chapitre 8. En fait, c'est un chapitre en période de doute. Relis-le. Encore et encore. Donc, toujours avoir une marge de sécurité. Donc, cette discipline évite de surpayer les actions et minimise les risques de perte. Alors, la discipline dans la pratique. Prenons l'exemple d'un investisseur qui envisage d'acheter des actions d'une entreprise bien connue. Après avoir analysé les fondamentaux, il conclut que l'entreprise est solidement établie avec des avantages compétitifs durables. Par exemple, une marque forte ou des brevets exclusifs. Attention, marque forte, si vous avez un avantage, la finalité de l'avantage concurrentiel, c'est laquelle? D'accord? C'est essentiellement maintenir les marges au-dessus de l'inflation. Enfin, quand je dis maintenir les marges, faire croître les bénéfices de la compagnie au-dessus de l'inflation. Parce que l'inflation viendra augmenter vos coûts. Et donc, il faut toujours avoir tendance à maintenir ces marges-là. Et même pour voir vraiment le véritable pricing power, c'est quand, pour le véritable avantage compétitif durable, c'est quand vous avez la capacité d'augmenter les prix. Et encore, dépendamment des industries, vous savez que l'avantage compétitif peut prendre plusieurs formes. Par exemple, dans le secteur pétrolier, l'avantage concurrentiel, c'est essentiellement les coûts de production. Parce que vous ne fixez pas le prix. Et donc, certains avantages sont plus durables que d'autres. Une marque forte, c'est bien, mais la marque également peut perdre ici de la valeur à long terme si vous prenez des mauvaises décisions aujourd'hui. D'accord? Technologie innovante, c'est pas durable également. Surtout si c'est juste un appareil, parce que ça peut être facilement copié. GoPro, par exemple. Et ceux qui sont dans le programme d'accompagnement vont savoir pourquoi est-ce que je parle de GoPro. Donc, une marque forte ou des brevets exclusifs. Donc, cependant, le marché est en plein essor et le prix des actions de cette entreprise semble élevé par rapport à ses bénéfices futurs. Donc, on parle toujours de l'exemple en question. Donc, un investisseur indiscipliné pourrait être tenté de suivre la foule et d'acheter immédiatement par crainte de rater une opportunité. Hein? Il y a des exemples aujourd'hui. Mais bon, je vais aller très rapidement. On a déjà presque passé 37 minutes ici. Donc, en revanche, un investisseur discipliné s'en tiendra à sa philosophie d'investissement et attendra que le prix retombe à un niveau offrant une marge de sécurité suffisante. Cette patience pourrait l'amener à réaliser un investissement bien plus rentable à long terme. Donc, la discipline personnelle, une garantie de succès à long terme. La discipline personnelle en bourse ne signifie pas seulement être capable de résister à la tentation de suivre la foule. C'est aussi savoir quand agir avec détermination, acheter avec conviction. Cela implique d'avoir une vision claire, fondée sur une philosophie bien définie et de s'y tenir même lorsque le marché semble dicter le contraire. Et oui, c'est à ce moment qu'on reconnaît les vrais investisseurs. Un investisseur discipliné est en mesure de contrôler ses émotions, d'évaluer ses décisions de manière objective et d'agir en fonction de sa propre stratégie. Et ça vient avec la pratique, ça vient avec l'expérience. Donc, c'est cette discipline qui permet de surmonter les périodes d'incertitude, d'éviter les erreurs coûteuses et de maximiser les rendements sur le long terme. En conclusion, dans un environnement où les opinions fluctuent, les conseils contradictoires et les incertitudes du marché peuvent facilement brouiller la réflexion, il est essentiel de se concentrer sur une seule chose, la discipline personnelle. Cette discipline couplée à une philosophie d'investissement. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on a dit discipline personnelle? Parce que cette discipline-là vous est propre à vous. Je n'ai pas dit, elle est propre à vous. Donc cette discipline couplée à une philosophie d'investissement solide, basée sur les fondamentaux quantitatifs et qualitatifs, est la meilleure arme pour garantir le succès à long terme. Ne vous laissez pas influencer par la foule. Faites vos propres recherches. Suivez votre propre stratégie. Si vous n'en avez pas, c'est le moment de commencer à réfléchir dessus. Et rappelez-vous que les meilleures décisions sont celles que vous prenez en restant fidèle à vos convictions et à vos analyses objectives. Maintenant, pour ceux qui veulent aller plus loin, en description de la vidéo, vous avez le programme d'accompagnement qu'on appelle l'accélérateur afin de pouvoir vous permettre de monter en compétences et en confiance. Compétences et confiance. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce programme, comme qui se déroule, c'est essentiellement en vidéo. Vous avez également des PDF, vous avez des quiz et on a également des exercices pratiques, des situations mises en groupe ici, des séances chaque semaine de questions-réponses. Et puis d'ailleurs, on en a une demain. OK? C'est un accompagnement pour
pour vous permettre ici de monter en compétence et en confiance. Au bout de cet accompagnement-là, vous serez capable de réfléchir par vous-même. Ne vous inquiétez pas pour ça. J'ai exactement appliqué la formule que moi j'ai utilisée pour être celui que je suis aujourd'hui. La personne qui vous parle aujourd'hui, c'est exactement ça que j'ai fait. C'est exactement ce que j'aurais aimé avoir au début. Cet accompagnement où on me tient la main. Au lieu de lire telle chose, aller regarder sur telle vidéo, changer d'avis. Non, non. C'est ce que j'aurais aimé avoir. Donc, vous pouvez réserver un appel, on va en parler ici. OK? Vous cliquez dessus, vous avez également le pack du débutant pour ceux qui commencent. Lire les rapports financiers, lire les rapports financiers, les états financiers, c'est deux choses différentes. Vous voyez la nuance? Rapport financier, état financier. Et vous avez une formation thématique. Et la formation thématique, ici, vous annonce la formation. On a des formations thématiques sur tous les secteurs d'activité. Ne vous inquiétez pas. Parce que dans chaque secteur d'activité, c'est analysé d'une certaine manière. D'aucuns vont regarder le secteur de la distribution ici de produits. Disons, la distribution, les entreprises qui sont dans le secteur de la distribution ont généralement des marges très faibles. Mais c'est normal. Pourtant, quelqu'un va vous dire, non, si les marges sont de moins de 15%, je n'achète pas. Non, ça dépend de l'industrie. Il y a des entreprises avec des marges de 1%, c'est extraordinaire parce que dans cette industrie-là, c'est la norme. Donc, il n'y a aucun intérêt à faire une concurrence par les prix. Suivez mon regard, allez regarder la première vidéo de cette chaîne. Je dis bien la première. Les premières vidéos, allez les regarder. Et regardez les entreprises que j'ai mentionnées tantôt. C'est la première, c'était les entreprises ici de la distribution ici de produits pharmaceutiques, avec des marges très petites. Bref, vous avez également la watchlist où je partage également ici mes objectifs de prix sur les entreprises que j'ai tendance à suivre ici. Vous pouvez également demander des analyses quantitatives sur ces entreprises-là, les mettre à jour. D'accord, ça vient également avec une formation sur la lecture des rapports financiers. Comme ça, je sais une chose. Si vous êtes intéressé par la watchlist, vous êtes également intéressé par quoi? Vous êtes intéressé ici par l'analyse fondamentale. Et donc, la première chose est de savoir au moins comment lire un rapport financier. Quelles questions je vais poser? Qu'est-ce que je dois regarder? Et pendant que vous êtes là, n'oubliez pas la top newsletter où je partagerai généralement ici mes réflexions sur l'environnement concurrentiel d'une entreprise, donc selon les 5 forces de porteur, et je rajouterai également une section par rapport au livre. OK? Bref, ceci n'est que mon point de vue. Ma modeste expérience ici me permet de vous partager ceci en date d'aujourd'hui par rapport à la discipline personnelle, parce que c'est celle-là qui vous permet de tenir à long terme. Un like, un abonnement. Si cette vidéo vous a intéressé, partagez-la. OK? Peut-être quelqu'un ça pourrait aider quelqu'un d'autre ici. C'est ça une analyse fondamentale. Enfin, l'analyse fondamentale, investir en bourse à long terme, faire du stock picking, c'est essentiellement, voilà, selon moi, c'est penser de cette manière. D'accord? Penser de cette manière. Je sais également que cette vidéo, il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas énormément de vues. Ce n'est pas plus grave que ça. Si vous êtes 2, 3, 4 à être arrivé jusqu'ici, c'est moi qui vous remercie. Et n'oubliez pas, vous pouvez me poser vos questions directement sur Instagram. OK? Laissez-moi savoir si vous êtes arrivé jusqu'ici. Merci à toi.